Merci d'accueillir très chaleureusement Ariane Ascaride. Bonjour. Merci beaucoup. Merci Ariane d'être avec nous pour ce dernier jour de rencontre 7e art. Ça nous fait très très plaisir d'avoir un joli rayon de soleil avec nous. Ah, t'es un gentil. peu de Marseille Quelle merveille. avec nous. Alors, depuis plus de 50 ans, vous interprétez des personnages inoubliables, Oh là, que ce soit... c'est la fin, ça commence mal. Arrêtez! Ça va pas aller du Je tout. sais, il y a des chiffres au cinéma, au théâtre, à la télé. Moi, je pense bien sûr à Marius et Jeannette, pour lequel vous avez reçu le César de la meilleure actrice, mais aussi Les Héritiers de Marie-Cassie Mention-Char, Sous le tapis récemment de Camille Japy, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps en revue sur Arte, Gloria Mondi, Le voyage en Arménie, mais aussi La Pivoleuse, La Villa, tous réalisés par votre compagnon Robert Guédiguian. Enfin, ceux-là, parce que Sous le tapis, Oui, les c'est derniers. pas Robert. Non, oui. Tous réalisés par Robert Guédiguian, une histoire d'amour qui dure depuis 50 ans. Dit comme ça, un dimanche matin, c'est un peu bizarre. En fait, c'est un truc un peu étrange, parce que c'est ce que disaient les surréalistes, c'est le hasard objectif qui a fait qu'on s'est rencontrés, et que je pense que Guédiguian est la personne avec laquelle j'arrive le mieux à communiquer. Mais juste derrière Guédiguian, il y a Daroussin et Mélan. Hein, donc, oui, la bande Guédiguian, voilà. on l'appelle. Ouais. Quel souvenir vous avez de ce personnage de Marie-Claire dans les neiges du Kilimanjaro? Ah, j'aime beaucoup Marie-Claire, elle est super. C'est vrai? Ouais, elle est beaucoup mieux que moi. Et non, c'est vraiment un très beau personnage. Enfin, ça vraiment, sur les neiges du Kilimanjaro, le personnage qu'on avait tous les trois, que ce soit Jean-Pierre, que ce soit Gérard et moi, c'était vraiment... c'est des personnages, enfin, si vous voulez, c'est assez compliqué, parce que c'est des gens sur lesquels on construit avec notre mémoire. Parce que nous sommes issus de milieux où des gens comme ça, on en a rencontré, quoi. On en a vraiment rencontré. On a même, pour certains, été élevés. Gérard Mélan, son père, c'est un homme extraordinaire. C'est un instituteur de l'ESTAC, qui est après devenu directeur de l'école de l'ESTAC. À ce moment-là, il y avait un examen qui s'appelait le certificat d'études, et à ce moment-là, l'ESTAC n'était pas ce qu'il est devenu maintenant. C'est très bien, mais enfin, c'est quand même l'endroit où il faut aller. Et à ce moment-là, c'était vraiment les Arabes, les Gitans, et il n'y avait que ça, quoi. Enfin, que de l'immigration. Et le père de Gérard faisait passer à tous ses petits-enfants leur certificat d'études, brillamment. Ils avaient tous le certificat d'études. Et le père de Gérard, c'est lui qui donnait des livres à Robert, puisque Robert, chez lui, il n'y avait pas de livres. Et c'est pour ça qu'il lui a fait lire. C'est le premier qui lui a fait lire Victor Hugo. Qu'est-ce que vous avez en vous un peu de Marie-Claire? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je fais très bien la lessive, le ménage. Je suis hyper forte, rapide. Oui, d'ailleurs, vous avez dit dans une interview que grâce à Robert, je ne sais pas si c'est grâce, mais justement, vous saviez très bien passer la serpillière et balayer. Je crois que je suis l'actrice française qui s'est le mieux frotter par terre. Mais c'est alors vraiment parce que Guédiguian m'a fait je ne sais combien de fois frotter. Donc, j'ai le gestus brechtien, si vous voulez. Vraiment, mais impeccable, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'elle? J'ai été élevée là-dedans. J'ai été élevée comme ces gens-là. J'ai été élevée dans le sens que la solidarité, c'est normal, quoi. Voilà, c'est normal. La question ne se pose pas. Il y a quelqu'un qui est dans la mouise. Si on peut l'aider, on l'aide à son niveau. On peut peut-être. C'est un petit truc ou un truc plus gros, mais ce qui compte. C'est normal, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Parce qu'en fait, le grand enjeu de ce film, c'est pas devenir comme ceux qui agressent. Ah ben non, mais c'est. Alors là, ça c'est le grand orgueil de notre vie, si vous voulez.
Parce qu'effectivement, on a fait ce qui s'appelle de la mobilité sociale. On a changé d'une classe pour une autre et on n'a pas bougé. C'est ce qu'on nous reproche aussi d'ailleurs, mais on n'a absolument pas bougé. Et ça, c'est un grand orgueil. Alors, je précise, on n'a pas bougé d'une manière bête, sectaire, fermée. Non. On a regardé le monde, on a eu d'un coup la possibilité de voir beaucoup plus le monde, de voyager, de faire des tas de choses comme ça. Mais après, que voulez-vous que je vous dise Et dans les temps dans lesquels nous vivons, je crois qu'il faut qu'on regarde comment va son voisin, quoi. C'est tout simplement. Quand vous ouvrez la porte le matin, regardez si la porte du voisin elle est ouverte, si ça va, si son chien il est là ou pas. Pas plus, pas moins. On n'est pas là pour être des héros, mais c'est quand même mieux d'être ensemble, quoi. C'est tout. C'est juste mieux d'être ensemble. La base. La base, c'est la base. Où allez-vous chercher vos modèles par exemple, quand vous interprétez Marie-Claire, un jour, vous avez parlé des chaussures pour trouver votre personnage. Je Donc, commencez par les chaussures. Je cherche toujours les chaussures du personnage, toujours. Parce que ça, les chaussures vont définir qui elle est. Oui, parce que tout le monde, on choisit nos chaussures en fonction de la vie que l'on a et en fonction de notre démarche. Or, notre démarche, parce qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que nos corps sont aussi façonnés par le monde dans lequel on est, par la société. C'est pas que nous. C'est qu'est-ce qu'on fait dans cette société, qu'est-ce qu'on a fait comme études ou pas, qu'est-ce qu'on fait comme travail ou pas. Et donc, on va mettre des chaussures qui vont nous permettre d'être bien dans nos pompes, quoi, c'est le cas de le dire. Et chacun a une démarche très particulière. Ce que je dis toujours, on reconnaît un ami de très loin à sa démarche. Donc moi, je pars des chaussures. Qu'est-ce que mon personnage peut porter comme chaussure? Est-ce qu'elle est coquette? Est-ce qu'elle n'est pas coquette? Est-ce qu'elle travaille en usine? Est-ce qu'elle ne travaille pas en usine? Est-ce qu'elle travaille la nuit? Est-ce qu'elle travaille le jour? Voilà. Et donc, elle va avoir une paire de chaussures de base. Peut-être s'il y a une séquence qui se passe le dimanche, elle change de pompe. Mais ça sera toujours des choses comme ça, quoi. Et souvent, si vous avez envie de regarder le film de Guédiguian, souvent, il me met sur des talons très hauts. Oui, compensés. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Sur La ville est tranquille, c'est pas du tout des talons compensés, c'est des talons Comac, et avec lesquels il faut courir, sauter et faire de la mobilette. C'est sport. C'est sport, mon métier. Absolument. Ouais. Donc vous partez des chaussures et après, le ça personnage, remonte. Ça remonte et ça vient dans ma tête. Et après, je dis toujours que je fais un déménagement. J'enlève mes meubles et je mets les meubles du personnage le temps du tournage. C'est à peu près ça que je fais. Mais d'une manière, aujourd'hui, avec l'âge, avant, il y avait un côté un peu volontaire. Mm-hmm. Maintenant, ça se fait comme ça. Vraiment comme ça, quoi. J'y pense pas plus que ça. C'est l'avantage de l'âge. Il faut bien que ça ait un avantage. Il y en a des sacrés d'avantages de l'âge. Vraiment. Et vous dites que aussi, vous observez tout le temps les gens. C'est ça, en fait, votre inspiration. Oui, mais en fait, je crois que c'est un des premiers cours que j'ai eu au conservatoire à Paris. On m'a dit, votre métier, c'est de regarder. Regardez tout. Regardez quand vous êtes dans le métro, regardez quand vous êtes dans la rue, regardez quand vous êtes dans une salle de cinéma, regardez quand vous êtes à l'hôpital, regardez les gens, regardez. Et c'est une des formations que j'ai. Hein. Je regarde tout le monde, tout le temps. Et quand vous regardez, est-ce que vous prenez des notes? Ou tout est dans la tête? Ah non, c'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Non, je prends aucune note. J'ai souvenir d'un vieux monsieur très malade dans un métro, je vais vous dire, à La Chapelle. C'est le métro aérien à La Chapelle. J'ai souvenir de cet homme-là. J'arrive pas à le glisser. Peut-être que je le glisserai jamais nulle part. Mais je pense que ça doit bien faire 30 ans. Ah oui. Ouais. Ah oui, donc votre tête, c'est un petit ordinateur. Vous savez, je suis comédienne, hein, alors donc ma tête, il faut que je m'en serve. Hein.
D'abord pour que je pense mes personnages, pour que j'apprenne le rôle, vous voyez, et pour que je sache de quoi on parle, quoi, quand même, quand je fais un film. C'est important. Si vous voulez, tout le monde pense qu'on est là, on arrive, et même des jeunes comédiens, pas que des jeunes, déjà, fois des vieux, pensent qu'il suffit d'arriver sur un plateau et d'être absolument génial, mais on n'est pas génial du tout comme ça. Ça se construit, ça se travaille, faut réfléchir, c'est obsédant. Quand vous jouez un rôle, c'est obsédant, quoi. Vous vous souvenez le jour où vous avez décidé de devenir comédienne? Mais en fait, je n'ai pas décidé. C'est mon père qui a décidé. J'étais petite, j'avais 6 ans, il m'a mis sur une scène. Il faisait du théâtre amateur, il m'a mis sur une scène et il a dit « dis mouton ». Alors moi, j'avais un accent marseillais très fort quand j'étais môme. Donc, dans la vie, je disais « mouton ». Mais mon père m'a dit « dis mouton ». Et il y avait les gens de la compagnie de théâtre amateur qui étaient là. Et j'ai dit « mouton ». Et il a dit « vous voyez, elle peut jouer ». Et je me suis retrouvée à jouer Drusilla, sœur de Caligula, dans Claude de Lion. Et moi, j'étais super contente parce que j'avais une robe toge, j'avais un chignon, c'était le bonheur. Et pour moi, c'était très simple. C'était comme la cour de la récréation, quoi. Et j'ai passé ma vie à essayer de retrouver ce sentiment de liberté. Parce qu'après, dès que vous commencez à prendre conscience de ce que vous faites, ben vous avez peur, vous mettez des trucs, il faut très bien jouer. Moi, je ne me posais pas cette question quand j'étais enfant, de jouer bien ou pas. Donc, comme je ne me la posais pas, je jouais hyper bien. À 10 ans, j'ai eu un prix d'interprétation au Festival national du théâtre amateur en France. Et j'avais rien compris. Mon père m'a encore mené là, je savais même pas que j'allais chercher un prix. Donc vous voyez, c'est après quoi. Après que petit à petit, c'est venu. Et donc du coup, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, j'avais que des rêves. Mon père, qui était complètement fou, mais qui était un homme formidable, nous a laissé qu'une chose, nous a légué l'imagination. Donc moi, j'étais tout le temps dans l'imagination. Tout le temps. Et je suis tout le temps dans l'imagination. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Un théâtre, un plateau de théâtre, pour moi, c'est naturel. C'est l'endroit même où je me sens le mieux. Alors après, j'avais des rêves, je voulais être missionnaire en Afrique ou homme grenouille ou des tas de trucs comme ça. Je me disais, mais comment je peux faire pour faire tous ces métiers? Et j'en suis arrivée à me dire, le mieux, c'était d'être comédienne. Et cette insouciance dont vous parlez, est-ce que vous l'avez retrouvée un jour? Je commence. Là, maintenant, à mon âge vénérable, je commence à peut-être toucher un peu du doigt. Au cinéma, pas au théâtre. Au théâtre, j'ai toujours aussi peur avant de rentrer sur le plateau. C'est épouvantable, c'est fatigant, j'ai peur. Mais vous y retournez. Hein? Mais vous y retournez, malgré cette peur, cette fatigue. Ah non, mais j'y vais. Oui. J'y vais, mais j'ai peur. C'est-à-dire que faut pas venir. Si je joue à 8h30, à 8h, il ne faut plus venir me parler, il ne faut plus me voir. J'ai des rites, des gestes que je fais. Je suis complètement marteau. C'est vrai, hein. C'est infernal. C'est fatigant. Ce film, c'était le 17e, Les Neiges du Kilimanjaro de Robert Guédigan avec votre bande. Bon, alors on peut citer Jean-Pierre Darroussin, Gérard Mélan, Anaïs de Moustier. Ouais. Et Marseille. Oui, Marseille, Marseille, c'est... C'est un personnage en soi dans tous les films de Guédigan. En tout cas, dans les films de Robert, et c'est surtout que Robert montre Marseille comme personne ne le montre. Voilà. La manière dont il filme Marseille, qui n'est jamais la même au demeurant, suivant les films qu'il fait, c'est pas le Marseille des cartes postales, c'est pas du tout ça. Il a une manière de voir ce film qui lui est très personnelle, de voir cette ville qui lui est très personnelle. C'est une ville forte, Marseille, c'est une ville très forte. C'est une ville qui est comme un aimant. Elle vous attire, mais elle vous repousse. C'est pas simple pour des gens qui ne sont pas marseillais de venir vivre à Marseille. Là, en ce moment, il y a une espèce de vague. De mode. De mode. Et il y a aussi des gens qui repartent. Et c'est pas une ville... Au départ, vous avez l'impression que c'est une ville hyper accueillante, sympa, allez, on rigole, on fait des blagues, des choses comme ça. Et en fait, pour rentrer dans une maison marseillaise, c'est pas du tout évident. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est une ville rebelle. Et c'est ça que j'aime aussi. Je vais vous dire un truc, c'est terrible ce que je vais dire. Je dis,
des fois, là, quand je descends, que je vois voilà, les magasins de souvenirs, les trucs, les savons qui sont fabriqués je ne sais où en Chine, soi-disant les savons de Marseille et les choses comme ça, je dis où sont les voleurs de sacs à main? Il manque. Ils ne sont plus. Et moi, c'est idiot hein, ce que je vais dire. C'est mieux qu'on ne vole pas les sacs à main, bien entendu, je suis tout à fait d'accord. Mais ça met un truc... c'est une ville qui a avec des pulsations, et c'est pas une ville qu'on attrape comme ça. Là, vous voyez, je vous parle, c'est les élections municipales, tout le monde est complètement malade à Marseille parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va tourner. Et si le Rassemblement national vient à Marseille, moi j'ai très très peur parce que ça va être la guerre civile. Tout le monde va se foutre sur la gueule. Voilà. Vous êtes né à Marseille, vous aussi, et pourtant, évidemment, quand vous êtes monté à Paris, vous avez gommé votre accent. J'ai été obligée. Ouais. Mais quand vous redescendez, il revient. Alors maintenant, ça fait une espèce de boulgui-boulga, un peu étrange, mais oui, je le retrouve. D'autant plus que ma mère est morte. Ce qui était bien avec ma mère, entre autres, c'est que dès qu'elle téléphonait, je prenais le téléphone et hop, ça revenait immédiatement. Mais là, maintenant, quand je suis à Paris, il n'y a personne qui m'appelle. Donc, oui, je le reprends et j'y tiens. Et c'est assez rigolo parce que c'est pas la même tessiture de voix, c'est pas la même manière de s'exprimer, la syntaxe n'est pas la même, tout change, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis souvent que je suis bilingue. Vous avez joué 25 fois, je crois, avec Robert. Vraiment, je suis complètement tapée. Hein. Comment fait-on? Hier soir, on en parlait. D'abord, est-ce que c'est une fidélité absolue? Et vous avez dit, non, je sépare. C'est-à-dire, quand je suis sur le plateau avec lui, c'est du travail. Absolument, c'est du travail. D'abord parce que je pense qu'on a l'élégance de laisser... en dehors du plateau, nos histoires matrimoniales, familiales et autres, on ne va pas embêter les gens avec ça. C'est notre histoire. Et deuxièmement, parce que le cinéma étant quelque chose de très hiérarchisé, c'est lui le patron, et puis nous, on est là, et puis on travaille, quoi. Vraiment, vraiment, ça c'est... Après, chacun a son rôle bien défini, parce que depuis tellement de temps... que ce soit Jean-Pierre, que ce soit Gérard, que ce soit Robert, que ce soit moi, il y a tout un truc, même aussi pour accueillir les autres acteurs qui arrivent. Il y a, comment dire, une espèce de... Comment je pourrais dire presque un spectacle, quoi. Enfin, non, c'est plutôt un rite, quoi. Voilà, C'est pas un bizutage. Non, pas du tout. Non, pas du tout. On est très accueillants, les gens adorent venir sur les tournages chez nous. Et parce que c'est des tournages très doux, parce que Robert Guédiguian est un homme qui est d'une humeur constante quand il tourne. Il ne crie jamais, il ne s'énerve jamais, il ne fait pas participer les gens à ses angoisses, et Dieu sait s'il en a quand il tourne. Jamais, jamais, jamais. C'est toujours très agréable, très, très agréable. Donc les gens ont envie de revenir. Donc on parle de cette bande de Guédiguian, mais comment arrivez-vous tous à vous surprendre les uns les autres dans le jeu? Parce qu'on est des très bons acteurs. Non, mais parce qu'on est surtout des très bons joueurs. Parce que effectivement, c'est aussi un jeu, quoi. D'ailleurs, c'est rigolo. En français, il n'y a qu'un mot pour jouer. En italien, tu as un mot pour jouer au théâtre, au cinéma. Ah oui, c'est recitare. Ouais. Et puis tu as un mot pour jouer, c'est giocare. Mais nous, on n'a qu'un mot. Donc on fait les choses. Je racontais aujourd'hui que sur Marius, en fait, le début de Marius, quand elle se fait choper avec les pots de peinture, j'avais fait un pari avec Gérard Mélan. Je lui avais dit, il avait une réplique à dire qui était « Donne-moi tes papiers ». Et je lui avais dit, je vais parler tellement vite que tu ne vas pas arriver à la dire. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle parle vite comme ça. Parce que c'était un pari, parce que je me disais, il faut que j'arrive, il ne peut pas la dire. Et puis bon, après, il l'a dite, mais il y a ça aussi, c'est qu'on joue, on est dedans, on est complètement dedans, et aussi on a un plaisir fou à se surprendre les uns les autres. C'est ça qu'il faut... Ça, c'est vrai que c'est un cadeau qu'on s'est fait au bout de toutes ces années
qui fait que, parce que vous savez, quand vous arrivez sur un tournage, la plupart du temps, il faut rassurer le metteur en scène ou la metteuse en scène pour qu'ils se disent que finalement c'est bien qu'ils vous aient pris. Parce qu'ils sont tellement angoissés que voilà. Et après, il faut rassurer ses partenaires pour leur dire que finalement c'est pas mal de travailler avec vous. Nous, ce genre de choses, on l'a pas Ça du arrive tout. pas. Ouais. Donc ça nous fait gagner un temps fou et ça permet une invention beaucoup plus grande. Il paraît que vous êtes très exigeante. Est-ce que c'est seulement par rapport à vous-même ou aussi envers les autres? Quand je travaille, Ouais. envers moi et envers les autres, oui, c'est vrai. Je suis très exigeante, c'est un peu pénible, mais oui, parce qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a quelque chose de sacré pour moi dans ce métier. C'est pas un métier, c'est pas du divertissement, c'est une responsabilité, c'est une grande responsabilité de raconter des histoires aux autres et de pas raconter n'importe quelles histoires. Et c'est vrai que du coup, après, ça déborde. Je n'aime pas qu'on arrive en retard. Je n'aime pas que les choses soient pas posées, impeccables, que ce soit les costumes, le maquillage, la coiffure. Voilà, c'est terrible. C'est comme ça. Dès que la journée est finie, je suis super sympa. Ah, Ouais, alors, ouais, ouais, ouais. je vous verrai en dehors alors. Mais quand je travaille, après, j'embête pas les gens. Hein, je veux qu'on me laisse tranquille. J'ai aucun. Comment vous expliquer? C'est un travail, quoi. Mhm. C'est un travail. Et j'ai envie dans mes possibilités, hein, de le faire le mieux possible. Et je n'arrive pas à comprendre qu'un acteur ou une actrice ne sache pas son texte, par exemple. Je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Voilà. C'est quand même pas la mer à boire, hein, que d'apprendre son texte, particulièrement au cinéma où effectivement c'est des séquences, c'est pas long et on recommence 22 fois. Donc voilà. Mais voilà, c'est comme ça. Oui, je suis exigeante. Je suis emmerdante. Je sais que la musique est aussi très importante dans votre vie. Votre fille, elle est musicienne? Ma fille, elle n'est pas musicienne, elle est philosophe qui joue du piano. Ah, Voilà. ok. Et donc, quand je dis ça parce que je suis hyper fière, elle soutient sa thèse là au début avril. Donc, je pense que je vais me faire pipi dessus le jour où je vais y aller, tellement je vais avoir peur. Et c'est formidable parce que Madeleine, quand elle est fatiguée, elle se met à son piano, quoi. Et je trouve que c'est la chose la plus extraordinaire du monde, la musique. Oui, vous disiez d'ailleurs, vous avez grandi avec un père qui vous mettait beaucoup d'opéra. Ah oui. Ah, moi, j'ai été élevée à l'opéra, oui, complètement. Et ça, c'est quoi ce lien avec la musique? Ça vous accompagne toute la vie, tout le temps? Ouais. Ouais, ça m'accompagne beaucoup, beaucoup, particulièrement. Et plus le temps passe, particulièrement l'opéra et la musique classique. Vraiment, c'est quelque chose pour moi de... L'essentiel. Ouais, et puis l'opéra, c'est quand je pense, comme c'était terrible, parce que quand on était petit, il y avait une émission à la radio le dimanche à 13h. Donc on déjeunait avant et à 13h, il fallait rester à table sans bouger en la fermant pour écouter cette émission d'opéra. Ça me rendait dingue. Mais en fait, maintenant, je remercie mon père parce qu'il y a plein de choses que j'ai appris comme ça. Et puis, du coup, ça provoque... Il y a des vieux chanteurs que d'un coup, j'entends qui provoquent de l'émotion. Et par exemple, je suis une fan, mais une fan totale de Montserrat Caballé. Je peux écouter Montserrat Caballé tout le temps. À fond? Ah ouais, elle est géniale. C'est une immense, immense cantatrice. Et en plus, elle est hyper sympa. Très gentille, Montserrat Caballé. Robert, il est toujours dans la recherche de la beauté des gens. C'est ce qui vous émeut dans ses films? Robert, il raconte ça. Il raconte le monde et il raconte ses émotions dans les films parce que c'est quelqu'un qui dit peu de choses dans la vie. Et donc, c'est très émouvant parce que des choses que je peux savoir, que je peux deviner, mais qu'il ne formulera pas, je les retrouve... par exemple, ce dernier plan des neiges, ça me donne presque envie de pleurer parce que je sais exactement que quand il fait ce plan-là, c'est
ce qu'il peut faire avec Gérard Mélin, quoi. C'est le rapport qu'il a à Gérard Mélin, qui est comme son jumeau. Avec Gérard, c'est vraiment comme un jumeau. D'ailleurs, dans le quartier, quand moi je les ai connus, on appelait Gérard Robert, et Robert, on l'appelait Gérard. C'est un truc très étonnant, d'ailleurs. Hein. C'est Dupont et Dupont, les deux. Ouais, c'était Dupont et Dupont, mais vraiment. Et ils sont d'une pudeur, et l'un et l'autre, absolument insensés dans la vie. Mais c'est là, c'est sur la pellicule. Vous êtes tous les deux des gens de mémoire avec Robert. Vous continuerez à interpréter ce genre de personnage toujours? Je ne sais pas, mais ce que je dirais, c'est qu'on ne peut pas avoir de futur sans mémoire. C'est tout simple. Si vous ne savez pas ce que les autres ont fait avant vous et comment certains se sont battus pour que vous puissiez simplement être libre et pouvoir aller manger dans un restaurant sans problème, sans qu'on vous pose 140 000 questions, ou même marcher dans la rue quand vous êtes une femme, sans qu'on vous... Voilà. Et puis moi, j'adore les histoires. Alors les histoires de ceux d'avant, parce que si vous voulez, j'ai beaucoup de mal à penser que les gens meurent. Voilà. C'est très compliqué pour moi. Très, très compliqué. Donc moi, je vis avec beaucoup de fantômes. D'abord parce que je suis d'une famille où il y avait tout un côté italien, où les fantômes, ils étaient là et il n'y a pas de problème, on vivait avec. Donc j'ai été élevée avec les fantômes. Et pour moi, les fantômes, c'est toujours là. Et il y a plein de gens qui ont été très importants dans ma vie et qui maintenant ne sont plus là. Ils sont plus là, mais ils sont là. Voilà. Si ces gens-là n'avaient pas été là, peut-être que j'aurais pas fait mon métier comme je le fais. Je pense à Antoine Vitesse ou Marcel Bluval qui ont vraiment été. Si je les avais pas rencontrés, si j'avais pas appris avec eux au conservatoire, peut-être que je ne ferais pas mon métier comme je le fais. Donc je leur suis totalement redevable parce que c'était pas quand même rigolo tous les jours de se taper des jeunes acteurs qui pensaient qu'ils étaient les plus géniaux de la Terre. Vous voyez, faut être un fin pédagogue pour faire ça, ce que je suis bien incapable de faire. Donc voilà, et puis j'ai un truc comme ça, par exemple avec les photos. À un moment donné, vous savez, au Puce, j'ai acheté des plaques de verre, des négatifs avec des photos de gens que je connaissais pas du tout. Ah oui. Et puis je me racontais des histoires à partir de ces photos-là. Et peut-être que ces gens-là, ils ont fait des trucs formidables. Et que c'est parce qu'ils ont fait des trucs formidables, mais dans l'anonymat le plus total, qu'on peut peut-être vivre comme on vit. C'est ça que j'aime. Mais vraiment, j'aime ça. Alors, pour les amateurs des films de Robert, il y en a encore un qui arrive, là, très bientôt. On a hâte, c'est Une femme d'aujourd'hui. Une femme aujourd'hui. Une femme aujourd'hui. Je vais vous laisser la parole si vous avez des questions à poser à Ariane, parce qu'après, elle doit partir pour un autre film. Oui, bonjour. Pour moi, les films de Robert Guédiguian et tout votre travail, de manière générale, à vous aussi, ça traite de la dignité. Et je pense que c'est important. Je suis tout à fait d'accord. Ou l'humain. En fait, je voulais savoir, parce qu'on a eu la joie d'entendre votre voix dans un film d'animation qui s'appelait Interdit aux chiens et aux Italiens. Et Pardon ? Ouais, et j'aimerais savoir voilà, qu'il montre à 14h30 et que je recommande vivement. Je voulais éventuellement savoir, vous nous pouvez nous dire 2 mots de cette expérience. Et pour vous, quelle est la valeur ajoutée du cinéma d'animation par rapport à ce genre de thématique, par rapport à de la fiction, on va dire, un film qui ne soit pas d'animation? Merci. Je vous en prie. En fait, quand Alain Huguetto m'a appelé pour me demander de faire la voix de sa grand-mère, Cesira, d'abord, ça me faisait extrêmement plaisir parce que je suis d'origine italienne et j'ai vécu avec un père qui disait qu'il fallait qu'on soit français, qu'il fallait qu'on s'intègre, parce que effectivement, les Italiens, quand il était jeune, les Italiens à Marseille, c'était des voleurs, c'était des violeurs, c'était des menteurs, toute l'horreur venait des Italiens, quoi. Voilà. Donc, il voulait absolument qu'on soit des bons Français. Et
Et donc, quand Alain m'a appelé, parce qu'Alain, en fait, c'est la première fois qu'il, lui aussi, parlait de sa famille italienne. Donc, il avait attendu un certain âge pour arriver à raconter ça. Et c'est pour ça que j'aimais ça, parce que c'était aussi un film qui racontait qu'est-ce que c'est qu'être petit-fils de l'immigration. Ce dont on parle plus jamais, et qui est quelque chose d'important, parce que vous portez vos parents, mais vous portez vos grands-parents sur vos épaules. Il faut quand même que les choses soient bien claires. Et on ne s'en sort pas. Et d'ailleurs, c'est bien qu'on ne s'en sorte pas. Il faut qu'on gère ça. Et après, donc moi, c'était la première fois que je faisais ça. Et ce que je ne savais pas, c'est que on a d'abord fait ma voix, on a d'abord enregistré, et après, ils ont animé les choses. Et après, ils ont créé le personnage en fonction de ma voix. César, moi je croyais que César, elle existait, elle était là. Non, non. Il avait fait des dessins, des machins comme ça, ces forêts fait avec les brocolis, là, les machins. Bon, mais César et les autres personnages aussi, c'est en fonction de la voix de l'acteur. Et ce film-là a gagné un nombre de prix insensé. Il a eu l'award européen du cinéma d'animation, alors que ça s'est fait avec beaucoup de travail. Hein. Mais vous savez, le film d'animation, ça se fait toujours un peu d'une manière discrète, on n'en parle pas beaucoup, on ne dit pas, tiens, il y a tel film d'animation qui est en train de se faire, ou à part chez Disney. Mais il y a tout un travail d'animation qui se fait, des tas de films qui se font comme ça, qui se font d'une manière discrète. Donc, et ce film-là, peut-être, arrive à raconter avec énormément de poésie et sans pathos qu'est-ce que c'est que toute cette famille-là pour arriver jusqu'à lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi. Et on peut faire des choses avec l'animation qu'on peut peut-être pas obligatoirement faire dans un film normal, ou alors il faut qu'on soit américain. Voilà. Une dernière question, peut-être ? Vous n'êtes pas obligé. Hein. Je vais me passer du micro. Moi, j'ai pas du tout de questions, mais je voulais simplement du fond du cœur vous remercier pour votre humanité, votre humilité aussi. On a juste à vous regarder là sur scène, la façon dont vous parlez, regarder dans vos yeux, c'est tout de suite une poésie qui nous est offerte. Donc, et on le retrouve à chaque fois à l'écran, et je sais pas, c'est l'opposé du star system quelque part, et en même temps vous dégagez quelque chose de tellement généreux, qui donne tellement d'espoir en l'humain, en l'autre, en nous. Enfin voilà, donc c'est pas une question, c'est une affirmation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'ai oublié comment on dit je t'aime en swahili, mais si je pouvais, je vous le répéterais. Merci infiniment, vraiment. On va terminer là-dessus, parce que vraiment, c'est une belle fin. Vous pouvez le dire à mon mari, tout ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être venu. On remercie très chaleureusement Ariane Ascaride. Et elle vous a bien vendu Interdit aux chiens aux Italiens à 14h30 au Pathé Galerie. Merci beaucoup. Merci Ariane.